Mélodie, la radio vintage forever. C'est un rassembleur, un prêcheur de paix et de fraternité. Depuis plus de 60 ans, tel un phare dans la chanson française, il éclaire nos vies avec des titres qui nous initient et nous émeuvent. Autour d'un feu, en famille ou dans les tracas de notre existence, l'artiste qui nous fait l'honneur d'être sur Mélodie Radio aujourd'hui a chanté l'homme avec un grand H. Hugo Frey, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Mélodie. Mais c'est avec plaisir. J'ai entendu des mots qui me plaisent beaucoup. Allez-y. Non, je vous en prie. Des mots qui vous plaisent beaucoup. On va y revenir. Vous avez parlé de éclairer. Éclairé, ouais. Oui, oui, c'est ça. Depuis 1959. Je veux éclairer l'obscurité et je veux redonner de l'espoir à ceux qui ne l'ont plus. Ouais. Voilà, ça a toujours été mon idée. Debout les gars, c'était déjà... C'est comme ça que je suis devenu le chanteur des mouvements de jeunesse classiques. Donc allez-y, commencez à poser vos questions. J'ai pris la parole. Mais je vous en prie, au contraire, 4 générations, Hugo Frey. 4 générations qui vous écoutent. Oui, c'est vrai. Vous êtes encore en tournée, tant d'enfants qui viennent vous voir. C'est un public de tout âge qui vient encore aujourd'hui chanter en chœur. Là, et on est à Lille aujourd'hui, qui viendra le 18 chanter avec vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est d'autant plus étonnant pour l'homme que je suis car je sais d'où je viens et je sais ce que je voulais quand j'avais 14 ans, ou 12 ans, ou 11 ans, ou 10 ans. J'ai jamais voulu être chanteur. J'ai jamais voulu... je ne savais même pas que ça existait. Bon, une chose que je dois vous dire tout de suite, c'est que je suis un enfant de la guerre. Ouais. Je n'ai connu que ça. Quand j'étais petit, mon père, qui avait son activité professionnelle à travers l'Europe, directeur d'une grande société européenne, et notamment en Espagne, mon père qui avait été en partie élevé en Espagne, à Saint-Sébastien, parce qu'il était élevé chez des moines dominicains. À cette époque-là, c'était sous l'époque de la Commune, les religieux avaient été chassés de France. Tous les religieux qui étaient dans l'enseignement, avec la loi du fameux père Combes, ont été expulsés de France. Ils sont partis. Et alors mon père a été emmené en Espagne. Il a fait une carrière très grande en Espagne. Il parlait espagnol couramment. Je vous dis ça parce que quand la guerre d'Espagne a éclaté, à la maison, on a vécu avec mon père cette guerre d'Espagne qui était en quelque sorte son pays d'adoption. Et il y avait toujours à la table avec nous 2 ou 3 réfugiés qui étaient aussi bien des réfugiés de gauche que des réfugiés de droite. Ensuite, quand cette guerre s'est terminée aux alentours de 36, 37, il y a eu l'autre guerre. 39, j'avais 10 ans quand la guerre mondiale a éclaté. Ouais. Donc moi j'ai vécu après la guerre était finie en 45. Il y a eu, là, j'ai fait le service militaire, il y a eu l'Indochine, etc. Et dans tout ça, ce qui est intéressant, c'est que vous n'étiez pas prédestiné à chanter. Voilà. Et à cause de ça, j'ai toujours quand même un regard spécial sur le monde, parce que je suis partisan, je ne sais plus comment c'est, je crois que c'est Edgar Morin, je crois, qui a beaucoup parlé de la complexité de la société. La société des êtres humains est complexe, parce qu'il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens chrétiens, il y a des gens musulmans, il y a des juifs, il y a des protestants. Tout ça, c'est compliqué. Et moi, j'ai l'habitude de ces complications. Ouais. Et je vous dis tout de suite, ma réponse, c'est de dire, pour moi, tout ça, ça n'a aucune importance. Ouais. Soyons ensemble. Je suis un vrai laïc, parce que laïc, ça ne veut pas dire
anticlérical, ce qu'était Combes, l'adversaire de mon grand-père, qui était maire du 5e arrondissement et député. Et mon grand-père n'était pas contre Combes pour de mauvaises raisons, parce qu'il estimait que, en fait, il ne cherchait pas à imposer la laïcité, mais l'anticléricalisme. Je termine là-dessus. Non, mais vous avez raison. On est bien parti. C'est pour venir parti. Une partie de la famille offrait, le nom offrait... Avec 2 F de base. Et dans le nord de la France. D'accord. À Lille. Eh bien, on est à Lille. Voilà. Et je voudrais revenir à la base. Vous ne deviez pas être chanteur. Vous ne vouliez pas être chanteur. Non, je ne pouvais pas, là. Je ne pouvais pas. J'étais nul à l'école. Non, chanteur. Je ne pouvais pas être chanteur parce que moi, je n'avais pas de voix. Et vous ne vouliez pas. Vous vouliez être sculpteur ou peintre. Oui, c'est ça. Je voulais faire de la sculpture, de la peinture, parce que j'étais un enfant qui était... comment dirais-je, qui avait des gros problèmes. Je cherche le nom. Dyslexie ? J'étais dyslexique. Dyslexique, c'est difficile à dire pour un dyslexique. Alors, je faisais des fautes d'orthographe partout. J'étais incapable d'apprendre les mathématiques, tout ce qui est symbole. Ouais. Le solfège, impossible. Donc, moi, je passais mon temps... j'ai pas pu aller à l'école normalement à cause de la guerre en 1939, etc. Il y a eu l'occupation, on s'est déplacé. Je suis rentré la première fois dans une vraie école chez les moines dominicains qui étaient revenus en France, dans le Tarn, au collège de Sorèze. Et là, j'ai fait 5 années d'études, là. D'accord. Voilà, j'ai fait donc de la 6, 4, 3, 2... Ben non, j'ai fait que 4 ans. Parce que j'ai pas fait la première, je l'ai fait en Espagne. J'ai rejoint mon père, et j'ai une double culture, puisque je vais rejoindre mon père qui était en Espagne. Voilà, qui avait divorcé et qui est remarié. Et puis après, vous vous lancez dans les années 50 dans les cabarets pour faire la chansonnette. Et puis un jour, vous rencontrez Pierre Delanoë, vous rencontrez ces grands monsieur. Il y a beaucoup mieux que ça. Je fais mon service militaire, alors que moi, je voulais faire l'école des beaux-arts. Ouais. Mon père m'a dit, mon petit, si tu fais des beaux-arts, tu sais comment tu vas finir? Dans la misère, comme Van Gogh, comme Gauguin. Vos idoles? Comme Cézanne. Je dis, oui, papa, mes idoles. J'aimerais bien. Il me dit, écoute, j'aimerais que tu fasses d'abord, tu as passé ton bac. Première partie, c'est très bien. Mais c'est 2 parties. Le bac, c'était 2 parties. Première partie, deuxième partie. Alors, deuxième partie, tu as le choix aux mathématiques ou philosophie. J'ai dit, moi, mathématiques, c'est pas possible, donc philosophie. Et là, je suis tombé sur un professeur de philo complètement idiot. Car on peut être un agrégé de philo et être un imbécile. Ça, c'est la première chose que j'ai découvert dans ma vie sur l'être humain. On peut être brillant à l'école et nul dans la vie. Et inversement, on peut être nul dans la vie et brillant dans la vie. Nul à l'école. À l'école et brillant dans la vie. Voilà. Ouais. Vous voyez que j'ai gardé un peu de dyslexie, quoi. Gauche et droite, à l'envers et à... Mais vous connaissez ma vie, alors vous savez que je voulais faire de la sculpture et de la peinture parce que c'était les 2 seules choses pour lesquelles j'étais doué. Le don, il vient, on ne sait pas d'où, probablement du ciel, mais pour moi, tout vient du ciel. Il y a une citation, non? Dieu est dans le hasard ou... Le cheval. C'est ça que vous avez dit Que Dieu est dans le cheval. Non. Dieu est se cache dans le hasard. Dieu, c'est une citation que vous nous avez souvent dit sur les plateaux de télévision. Est-ce que le hasard existe? Je ne sais pas, il faut demander. Oui, alors j'en parlais du hasard avec quelqu'un un jour, un ami à moi qui m'a dit, tu sais ce que c'est le hasard? Voilà. Le hasard, c'est Dieu qui se déguise et pour traverser votre vie. Je trouve ça formidable. Oui, mais je voudrais dire simplement à la caméra, parce que je sais qu'à Lille, il y a des gens qui aiment beaucoup le football. Est-ce que vous avez remarqué que quand un joueur
marque un but, Ouais. il est tellement content qu'il se précipite et il est à genoux dans l'herbe, en glissant comme ça, comme s'il était sur une luge. Il glisse et il monte au ciel et ce t-shirt. Ouais. Pourquoi il monte au ciel ? Pourquoi il monte pas parce que vraiment, depuis que le monde est monde, les hommes, quelle que soit leur origine ethnique, qu'ils soient d'Afrique, d'Amazonie, d'Amérique du Sud ou du Nord, les Inuits, les Esquimaux, ils ont toujours cru qu'il y avait quelqu'un caché derrière le mystère de la création. Alors, quand on se pose la question, est-ce que le monde s'est créé tout seul, comme ça ? Comme le dit le prix Nobel, on peut être prix Nobel et pas très intelligent. C'est le cas de ce médecin, prix Nobel. Je l'ai bien connu, il s'appelait professeur Monod, mais je ne dis pas qu'il était un imbécile, loin de là. Mais ils me disent, l'univers a été créé par le hasard et la nécessité. Arrange-toi avec ça. Voilà. Le Vous hasard avez et la 4 heures. nécessité. J'ai dit oui, bien docteur, merci beaucoup. Me voilà éclairé. C'est pas suffisant. Ouais. Alors, je peux dire, par contre, en revanche, ce qu'il faut dire, pas par contre, en revanche, je suis devenu chanteur par hasard et par nécessité. Ouais. Je suis comme l'univers. Parce que j'ai jamais, étant enfant, connu de gens qui me donnent envie de faire comme eux. Il y avait des gens qui chantaient. Il y avait Tino Rossi quand j'étais petit, il y avait Maurice Chevalier, il y avait... Jean Sablon. Hein ? Jean Sablon. Ah, Jean Sablon, j'aimais bien. Parce que sa douceur, son élégance... Crooner. Oui, mais le crooner, par principe, le crooner chante doucement, hein, avec un micro. Maintenant, la différence entre un crooner et un chanteur de rock'n'roll, c'est la langue. Le crooner, il fait My Funny Valentine, comme ça. C'est une belle chanson. Et le rock'n'roller, il fait Allez, il tire la langue. Ouais. Il tire la langue. Le Rolling Stone tire la langue. Les Beatles n'ont jamais tiré la langue. C'est vrai. Alors, quand j'étais jeune, je le dis à ceux qui me regardent, j'aimais beaucoup les Beatles, je n'aimais pas les Rolling Stones. Vous allez vous faire des copains. Là, je me suis fait des copains. Hugues, en tout cas, dans votre carrière, il y a des chansons, on les connaît tous. Santiano, Céline, Hasta Luego. Voilà. C'est des chansons, et je pense que c'est ce qui vous définit le plus, c'est ce qui rassemble les gens. Voilà. C'est des chansons sur nous, sur l'homme avec un grand Vous avez H. compris. Moi, j'ai souffert des guerres. Ouais. Et qu'est-ce qui fait les guerres ? C'est que justement, les hommes ne peuvent pas vivre ensemble. Un musulman ne peut pas vivre tranquillement à côté d'un juif. Un juif ne peut pas vivre à côté d'un... Non, ça, c'est inadmissible. Moi, je veux pouvoir asseoir... Par exemple, l'autre jour, j'ai rencontré des gens qui parlaient de scoutisme. Oui. Je n'ai jamais été scout. D'abord, je vais commencer par le commencement. Vous savez d'où vient le mot scout ? Vous le savez ? Écoutez. Ouais. Vous m'avez entendu le dire. Non, je le savais. Vous le saviez. Oui. Vous êtes le premier type que je rencontre dans ma vie qui savait ça. Ben, j'ai des copains qui ont fait les scouts. Voilà, c'est peut-être qu'ils m'ont entendu parce que moi je dis ça. C'est du français. Le mot scout, c'est pas anglais. Ben, ça vient, étymologiquement, c'est Escucha. ascoltare en italien. Escucha en espagnol. C'est l'art de l'écoute. Moi, j'ai écouté le monde, la nature, les enfants, les animaux. J'entends tout. Et pour moi, tout est intéressant quand c'est des gens qui parlent De l'homme. de l'homme. Voilà. Ouais. Et ce que je voulais, moi, c'était rassembler les gens. Et ça, j'ai réussi ça sans être conscient. Parce que ce que je vous dis maintenant, je suis conscient maintenant que j'ai fait ça dans l'inconscience. Ouais. J'ai fait ça spontanément. Personne m'a dit, il faut faire ça. Aucun professeur, non. Par contre, en revanche, j'ai vu que les gens se disputaient.
ils avaient des enfants qui voulaient être scouts, mais ils disaient dans mon quartier, il n'y a pas de scouts. Et mes enfants ne sont pas baptisés, alors ils ne peuvent pas aller à tel endroit parce qu'il faut être baptisé. Jamais Baden-Powell n'a dit qu'il fallait intégrer une religion dans le scoutisme. D'accord. Le scoutisme n'est pas une religion, le scoutisme est un mode de rassemblement de l'homme avec la nature, sachant que la nature, c'est les animaux, les enfants, les plantes, l'écologie. Le scoutisme moderne que je voudrais, moi, ressusciter, rénover, je voudrais créer un nouveau scoutisme qui serait basé sur la vérité originelle. Et vous vous rendez compte que vous avez intégré depuis tant d'années ces univers scouts, que tous les enfants connaissent vos chansons, du moins la Santhiano. N'importe quel enfant peut maintenant chanter autour d'un feu. Je suis accompagné dans ma vie d'une jeune femme que je viens d'épouser, puisque la maman de mes enfants étant décédée, je me suis trouvé libre de pouvoir... mais je la connaissais depuis déjà une vingtaine d'années. Ouais. Et avec elle, je suis en train de commencer un combat pour, dans ce dernier sprint que je dois courir. Dans mon marathon, j'ai fait maintenant 41 km. Il me reste 1 kilomètre à peu près. 1 kilomètre, vu mon âge. Eh bien, je veux consacrer ce kilomètre justement à rapprocher davantage et à dire aux gens que je suis conscient de ça. Parce qu'avant, je le faisais en étant inconscient. Je le faisais simplement, c'est parce que je trouvais que c'était normal. Tu as faim, viens, assieds-toi à côté de moi, tiens, on va partager, quoi. Ouais. Pour moi, croire en Dieu, c'est partager et pardonner. Partant de là, tout celui qui est capable de partager et de pardonner. Et ça vous fait quoi, C'est justement, que les enfants partagent vos valeurs? Parce que Santhiano, allez les gars, on y va, envahissez la grande voile. Bien sûr, c'était l'histoire, c'était une chanson pour ceux qui ont le courage de quitter leur famille et tout le pays, Ouais. pour aller s'installer dans un autre pays. Moi, les gens qui sont les émigrants, ce sont des gens extraordinaires pour moi. Et quand je vois ce qui se passe maintenant avec les émigrants, alors c'est pour ça que la devise française de la République française, liberté, égalité, fraternité, c'était valable après la Révolution. Pour moi, c'est pas valable. Liberté, je suis pas libre d'accueillir tous les émigrés qui viennent sur les plages. J'ai pas les moyens. Je suis obligé de leur dire, excusez-nous, on peut pas, on n'a pas les moyens. Elle est où votre liberté? Ça, la fraternité, elle vous oblige à dire, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens de vous accueillir, on va vous accueillir quand même. Et c'est très difficile à vivre, la fraternité. La liberté, tout le monde dit, moi je fais ce que je veux, Tiens, je vais taguer l'église, ça me plaît. On va même la brûler, parce que l'église, elle nous gêne, là. Il y a le donjon, puis ça fait ding, 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 ça sonne. On va arrêter les cloches. C'est ça la liberté. Ben, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, fraternité. Après, égalité. Je suis contre l'égalité. L'équité, peut-être. La justice. La justice. La justice, c'est l'intervention de l'intelligence de l'homme dans l'inégalité. Je suis donc pour la justice, valeur supérieure à l'égalité. Et le troisième, il faut bien trouver un troisième. Eh bien, laïcité. La laïcité, c'est la liberté de toutes les religions de cohabiter. En essayant de dire, qu'est-ce qu'on a de commun? On a de commun qu'on est vivant et que, justement, je parlais tout à l'heure des musulmans, des juifs, des chrétiens, des orthodoxes, etc., protestants, ils croient en un seul Dieu. C'est forcément, si je crois en un seul Dieu, il n'y en a qu'un. Alors s'il n'y en a qu'un, c'est le même pour tous. Et c'est pour ça que votre regard sur l'homme, c'est pour ça que vous êtes toujours très bien entendu, et c'est même l'un de vos grands amis avec Bob Dylan. Cette vision Bob du Dylan, monde. c'est exactement, il pense comme moi. Vous pensez pareil, ouais. J'ai parlé avec lui, souvent je lui ai demandé, à un moment donné, on a dit qu'il s'était converti au
au christianisme. Ouais. Il s'est fait baptiser, je crois. Mais tout ça n'est pas important pour moi. Que vous soyez les baptisé hommes. ou pas, que vous soyez musulman ou juste, moi, ça me dérange pas. À partir du moment où vous dites la vérité, que vous êtes capable de partager et de pardonner. Ouais. Et le partage, on vous voit toujours en concert, en balade avec Hugo Frey, partager avec le public. Ça, c'est une belle partage, la musique, quand même. La musique, c'est justement ça. Ouais. Quand je vais chanter demain soir sur la scène, ce qui est important, c'est le public. Ouais. Et au public, je vais partager ma vie en deux. Les chansons que les gens aiment bien et qu'ils connaissent par cœur, Céline, Santiano, Sloubol, Adieu Monsieur le professeur, le petit Anne Gris, que vous avez modifié. avec un couplet complémentaire. Voilà. Grâce à un curé, d'ailleurs. Ah oui, oui. C'est un curé qui m'a insisté. Mais dans ce beau coffret, allez, je le montre déjà, je crois que c'est... Oui. Ah, ça, Non, c'est pas dans le coffret. Dylan. Ça, c'est Dylan. Ça, c'est Dylan. J'ai reçu dans votre dossier de presse, je crois, vous expliquez que vous avez changé ce dernier couplet parce que vous faisiez pleurer les enfants. Oui. Alors, comme je faisais pleurer les enfants, mais pas pour les mauvaises causes. Ben non. Parce qu'un enfant, quand on fait du mal à un animal, il pleure. Parce qu'il aime pas ça. Alors quand ils ont vu que le petit âne, à la fin, il mourait, le petit âne gris, je suis rentré à la maison, je dis, le curé, il n'a pas tort, qu'est-ce que je peux faire? Je vais le ressusciter. J'ai ressuscité le petit âne gris, et le curé, après, m'a téléphoné, il m'a dit, je vous remercie, parce que les enfants ne pleurent plus, maintenant je vous engueule. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que ressusciter, il n'y a que Dieu qui peut ressusciter un âne. C'est marrant, c'est mignon. Non, c'est pas vrai. On peut ressusciter Non, on peut éviter de faire du mal aux animaux. Je suis en train de devenir végétarien, moi. Ok. Un petit peu. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que... bien. Mais même les plantes. Moi, actuellement, vous savez, il y a comment ça s'appelle? Des primevères dans les prés. Oui. Quand on marche dans les prés, je fais en sorte de ne pas écraser les fleurs. Les petites fleurs. Voilà. C'est cette attention à l'autre dans le sens général, alors, Voilà, qui vous c'est la définit. vie. Pour moi, la vie, c'est le miracle. C'est un miracle. D'où vient la vie? Qui a créé la vie? Comme il n'y a pas de réponse, je dis comme Brassens, Dieu sait que je n'ai pas le fond méchant, je ne pense jamais à la mort des gens. Mais si l'on ne mourrait plus, je crèverais de faim sur mon talus. Je suis un pauvre fossoyeur. Et à la fin, il dit, ni vu ni connu, brave mort à Dieu, si du fond de la terre tu vois le bon Dieu. Dis-lui le mal que m'a coûté la dernière pelletée. Je suis un pauvre fossoyeur. Brassens, c'était croyant. Ouais. C'était pas flagrant, mais c'est vrai, il est... Mais oui, mais justement, les choses ne sont pas... Actuellement, il y a des gens qui grattent des rochers de montagne et qui découvrent qu'il y a des écrits, des dessins dessous, qui ont 2 ou 3 000 ans. Ah oui, d'accord. Oui. On trouve, on creuse de la terre pour construire des bâtiments et on trouve des trucs extraordinaires qui ont été faits par des gens qui étaient là avant Jésus-Christ, quoi. Alors, il faut justement, si j'ai un petit message à passer, essayer de gratter un petit peu pour savoir ce qui se passe derrière ce que vous voyez, que vous croyez être la vérité, mais la vérité, elle est quelquefois un peu cachée par le temps, le froid, la neige, la poussière, les constructions, les guerres, tout ça, ça vous cache la vérité. Essayez de trouver la vérité fondamentale qui est derrière cette question que vous posez. Qui c'est qui a pu bien avoir l'idée? Voltaire disait, l'univers m'embarrasse. Comment expliquer que cette horloge extraordinaire qu'est l'univers, que derrière cette horloge, il n'y ait pas un horloger? Voilà, c'est Voltaire qui disait ça. Je crois que c'est un joli mot. On finit là-dessus? On finit là-dessus. Je vais quand même rappeler, regardez, ça, la tournée. En ce moment, alors je me suis noté quelques dates. Tiens, vous serez prochainement
en balade à Biarritz, Le Touquet, Béziers, Bordeaux, Arras, Versailles, Lyon. Et la tournée se poursuivra à la rentrée, dont le 9 novembre au Dôme de Paris. Et après, l'année prochaine, c'est là le début de ma nouvelle carrière. Ah, il y a quelque chose de prévu? Ah oui. Ah ben d'abord, là, une autobiographie, Ah, c'est chouette. une exposition de peinture et de sculpture, et puis aussi un spectacle qui résumera tout ce que je viens de raconter dans ce petit fauteuil. Ah, bah écoutez, on sera là. J'espère que vous viendrez nous voir chez D'ailleurs, Mélodie. j'essaierai de voir si je peux avoir une copie de ce que je viens de dire. Ah, bien sûr, je vous l'enverrai. Parce que je parle beaucoup, moi, mais je n'aime pas écrire. Parce que j'ai gardé quand même de mon enfance cette difficulté d'écrire. Alors, j'écris debout, comme Victor Hugo. Alors là, on vous verra pas. Hein. Victor Hugo écrivait debout. Il avait un... Je le plante. Bon, c'est pas grave. Oui, Victor Hugo écrivait debout. Debout, oui. En tout cas, Hugues, on parle aussi de ça, qui est sorti cette année. Voilà. Ça, c'est super. Offray chante Dylan. Vous avez derrière Hugues Offray, eh bien, le premier album qui est sorti en 65. Qui est Mon petit chien. Offray chante Dylan en 65. Avec votre petit... Il était formidable. Il parlait français. Ah, bon. Oui, je lui parlais, il comprenait tout. Donc voilà, Hugues Offray en balade et puis le coffret qui est sorti. Merci beaucoup d'être Merci à vous, merci. venu et à très bientôt sur Mélodie. À très bientôt sur scène. Et sur scène, bien sûr. Voilà, au revoir. Au revoir, Hugues. Mélodie, la radio vintage forever.